Si ça vous va, tout le monde, on démarre? Si c'est OK pour vous. Alors, merci encore une fois d'être présent aujourd'hui. On espère que ça va être le plus constructif possible pour vous. On est vraiment très, très, très heureux de vous retrouver. Pour information, donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure au tout début, le live est enregistré et vous sera envoyé à la fin du webinaire. Donc, pour ma part, je me présente. Ce n'est pas moi qui vais vraiment prendre part aux échanges aujourd'hui. C'est vraiment Caroline et Eddy. Mais je suis là plutôt dans un rôle de modérateur et pour co-animer ce webinaire. Donc, je suis Benjamin et je suis responsable je suis chef de projet digital au sein d'une société qui s'appelle Incubator et qui accompagne notamment le Journal des enfants autour de projets digitaux et de leur transition digitale. Donc, au tout départ, on a eu l'idée de faire travailler ensemble Epopia et le JDE. Pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, justement, nous, citoyens, vous le savez, l'actualité nous montre encore aujourd'hui, on n'a jamais eu à traiter autant d'informations et aussi, malheureusement, de fausses nouvelles. On peut notamment penser aux chaînes d'infos continues, aux réseaux sociaux et à un ensemble de photos que vous pouvez voir passer sur Twitter notamment. Et en fait, on ne sait jamais si c'est le vrai ou le faux. Donc, nous, en tant qu'adultes, on peut déjà se sentir noyé dans ce flux d'informations. Et donc, vous vous doutez bien que les enfants ou que les professeurs chargés de leur enseigner ce qu'est le monde des médias peuvent également parfois être un petit peu déboussolés par les temps qui courent. Donc, rassurez-vous, aujourd'hui, on a pensé à vous. Et l'objectif, c'est véritablement de vous donner les clés afin de vous familiariser et de vous familiariser vos élèves avec l'usage des médias dans un contexte pédagogique. Donc, je vous présente, comme je vous le disais, donc Caroline Gertner, qui est rédactrice en chef du JDE, et Eddy, qui est le directeur créatif de la startup Epopia. Et donc, tout au long du webinaire, sachez qu'il y aura des sondages qui vont vous accompagner, qui vont illustrer les propos. Et je vous invite du coup d'y répondre pour avoir une idée des pratiques et réussir à prendre des tendances qui sont plus globales. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite par vous poser une première question pour commencer à prendre le pouls. Donc, la première question qui va apparaître dans le chat, donc vous pourrez y répondre par un simple clic, c'est vous, parents ou enseignants, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez déjà à l'aise pour sensibiliser les enfants à l'éducation aux médias? Donc, vous aurez 3 options de réponse. Oui, tout à fait. En B, j'essaie de l'intégrer dans mon programme. 3, j'ai besoin d'outils pour m'y aider. 4, pas du tout. Alors, normalement, la question devrait apparaître. Donc, c'est dans l'onglet sondage, pardon. Ce n'est pas dans le chat, c'est juste dans le petit onglet sondage qui est sur la droite. Sur la gauche, pardon. En fait, le sondage, alors il ne faut pas répondre directement dans le chat, Anan, il y a un petit onglet sondage qui est tout en bas et vous pouvez voter. Est-ce que vous voyez bien le sondage apparaître? Il y a des pouces, donc c'est que c'est OK. Oui, super. Ça marche. Alors, j'attends, je ne sais pas comment est-ce que nous, on peut voir les résultats. Si Albert, donc Albert, c'est la personne backstage qui nous aide. Je ne sais pas si Albert doit faire quelque chose ou si c'est OK. Ça a l'air d'être OK. OK. Tout fonctionne, on peut enchaîner. On attend la réponse un petit peu plus tard, du coup? Ou est-ce qu'on peut enchaîner? D'accord. OK. Alors, pour commencer, on va demander à Caroline de se présenter pour que vous connaissiez un petit peu mieux son profil, son parcours et ce qu'elle fait déjà aujourd'hui au sein du JDE. Alors, bonjour à tous, je suis ravie de vous rencontrer par écran interposé. Je m'appelle donc Caroline Gertner, je suis la rédactrice en chef du Journal des enfants. Journal des enfants, on dit aussi JDE pour les intimes. Et en gros, ça veut dire que j'écris, j'organise et je supervise les contenus de cet hebdomadaire d'actualité qui est destiné aux 8-12 ans. Donc, j'ai une petite carrière d'une bonne quinzaine d'années au Journal des enfants. Voilà, j'y suis rentrée comme journaliste et puis j'ai gravi les échelons. Et c'est vraiment, pour moi, un support dont je ne me lasse pas. On m'a demandé plusieurs fois de
d'aller peut-être travailler, d'écrire pour les grands, mais j'ai toujours dit non. Voilà, je suis passionnée par le JDE et c'est un super support dont je vais pouvoir vous parler aujourd'hui. Merci Caroline. Alors je suis désolé, j'ai des problèmes de connexion, donc c'est pour ça que j'éteins ma caméra. J'ai des problèmes de bande passante. Eddy, de ton côté, quel est vraiment ton rôle au sein de la startup Epopia? Alors pareil, bonjour à tous et vraiment bienvenue, ravi de vous rencontrer, même si c'est que sur un chat et par écran interposé. Je suis Eddy Azem, directeur créatif chez Epopia, mieux connu parfois sous le nom de tisseur de contes et merveilles. Voilà, c'est un de mes titres officiels parmi les 1000 titres que je peux avoir. Et 1000 casquettes aussi, parce que mon travail, c'est effectivement de trouver la cohérence artistique au sein d'Epopia et de créer ces histoires. Je vais aussi bien pouvoir, de temps en temps, créer des scénarios, accompagner les auteurs avec qui je travaille, les illustrateurs, les graphistes, pour fabriquer l'ensemble des objets littéraires qu'on crée chez Epopia. Et bien sûr, je suis en connexion directe avec l'ensemble des différents pôles d'Epopia. Voilà, je pourrais en parler pendant 8 jours, alors je vais m'arrêter là et je vous montrerai un peu plus concrètement à quoi ça peut ressembler plus tard. Alors, juste pour revenir sur le sondage initial pour démarrer le webinaire, donc je vous rappelle que la question, c'est est-ce que vous, parents ou enseignants, vous sentez-vous à l'aise pour sensibiliser les enfants à l'éducation aux médias? Alors, 48% des répondants expliquent qu'ils ont besoin d'outils pour les y aider. 24% disent oui, tout à fait. 24% disent qu'ils essaient de l'intégrer au sein de leur programme et 4 petits pourcents expliquent que pas du tout. Donc, ça tombe bien. Donc, on peut au moins aider 76% des personnes cet après-midi. Pour les autres, même si vous dites oui, tout à fait, je suis persuadé qu'on va vous faire penser à plein d'autres réflexes. Et pour enchaîner avec Caroline, de ton point de vue, pourquoi est-ce qu'un média jeunesse aujourd'hui a encore toute sa place comme outil pédagogique dans un parcours? Alors, cette semaine, on est en plein cœur de la semaine de la presse et des médias dans l'école. Et la problématique principale de cette opération, c'est comment familiariser les élèves avec l'usage des médias. Cette problématique, en fait, c'est celle qui a donné naissance au Journal des enfants. Voilà, comment familiariser les jeunes, les élèves avec l'information. Et en fait, je vous propose de découvrir de quelle façon cette naissance a eu lieu et puis de vous présenter le Journal des enfants, qui a donc été le premier titre créé en France pour expliquer l'actualité aux plus jeunes. Je vais aussi vous proposer de vous expliquer comment il est construit, comment il est écrit. Et puis ensuite, dans un second temps, j'avais envie de vous proposer des pistes pour vous aider à l'utiliser éventuellement en classe. Voilà. Alors, on commence par le début. C'est quoi le JDE? C'est quoi? C'est une question qu'on pose souvent en presse jeunesse. Voilà, c'est quoi la guerre? C'est quoi l'économie? C'est quoi le JDE? Pour comprendre la genèse et l'intention du JDE, je vous propose de retourner en 1984. Alors, certains et certaines d'entre vous seront peut-être pas nés encore en 84, je ne sais pas, mais je me permets un petit flashback. Je vous resitue le contexte. En 1984, la chanson de l'année, c'est Still Loving You de Scorpions. Les films qui marchent bien, c'est Gremlins ou alors Marche à l'ombre. À la télé, il n'y a que 3 chaînes. Donc, vous vous doutez bien que l'actualité, c'est quand même une portion réduite et on n'a pas 1000 canaux pour s'informer. Internet n'en est qu'à ses balbutiements et les réseaux sociaux, alors ça, c'est carrément une utopie futuriste, ça n'existe pas encore. Mais pourtant, il y a une dame qui s'appelle Béatrice Dirub, qui est attachée de presse à Strasbourg et qui se dit qu'il est important d'expliquer aux enfants le monde qui les entoure. Et son idée de créer le Journal des enfants, c'est de faire grandir les citoyens de demain dans un monde qu'ils comprennent, loin des fantasmes et des croyances. À l'époque, c'est une idée complètement révolutionnaire. En 1984, la presse jeunesse, ça n'existe pas. Elle propose son idée au rédacteur en chef d'un quotidien régional en Alsace. Il accepte. Et c'est comme ça que naît le titre qui va connaître un succès colossal. Elle va recevoir des distinctions dans le monde entier. Enfin, vraiment, c'est un tabac. Et une dizaine d'années après, d'autres titres vont apparaître. Et aujourd'hui, le monde, il a un peu changé. La problématique, elle est différente. Maintenant, les jeunes, ils ont trop de canaux d'information. Ça arrive de partout. Où trouver les bonnes sources? C'est là la problématique. Et le sujet, c'est d'en trouver une qui soit fiable, qui soit sûre. Et c'est pour ça que le Journal des enfants, il a toujours sa place dans le paysage. Le JDE, c'est un vrai journal basé sur l'actualité.
Il fait 16 pages, il paraît chaque jeudi, et dedans, on traite tous les sujets importants d'actualité de la semaine. Alors, l'enfant ou la classe s'abonne et le reçoit, dans la boîte aux lettres. Et ce qu'on va faire, c'est que je vous propose de feuilleter ensemble le journal des enfants pour découvrir à quoi il ressemble. Voilà. Alors, le journal des enfants, il est imprimé sur une rotative, comme le journal de papa et maman. Il a une, des articles brefs et des articles plus longs. Il va traiter, là, vous voyez, de l'actualité mondiale. Donc là, c'était la guerre en Ukraine, de l'actualité française. On a une rubrique qui s'appelle « À la loupe » qui nous permet de zoomer sur un sujet précis. Un grand dossier chaque semaine qui fait 3 pages. Ensuite, une partie plus magazine avec des sujets sport, des sujets sciences, des sujets culturels. Et on termine par une partie un petit peu plus amusante avec des BD, des jeux et une infographie. On explique une info en images. Donc, chaque semaine, c'est vraiment le déroulé classique du journal des enfants et qui est construit en fait selon 3 grands principes. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de tabou. C'est-à-dire que l'actualité, elle n'est pas réservée aux adultes, on peut tout aborder, mais c'est le choix des articles et le style d'écriture qui va être différent quand on s'adresse aux enfants, parce que dans sa construction, vous l'avez vu, quand vous feuilletez Le Monde, Le Parisien ou d'autres journaux comme ça, c'est construit vraiment de la même façon. Ensuite, le JDE privilégie la clarté de l'explication. Mais attention, si on est simple, ça ne veut pas dire qu'on est simpliste. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire l'économie de mots compliqués, on ne va pas faire d'économie de sujets parce qu'ils nous paraissent trop ardus. On va vraiment les aborder d'une façon simple. Les mots compliqués, les expliquer dans un petit dictionnaire. On va utiliser aussi des cartes, des petites infographies, des petits encadrés pour replacer le contexte des choses. On ne juge pas l'information, ça c'est très très important. Souvent quand on rencontre des parents ou des professeurs, on nous demande quelle est votre orientation politique, quelles idées vous défendez. Nous, on donne des points de vue. On expose les points de vue différents et pour que l'enfant, accompagné de ses parents ou de ses professeurs, se fasse sa propre opinion. L'objectif, c'est de les aider à comprendre une actualité qui défile souvent très, très vite devant leurs yeux à la télé ou à la radio et qu'ils ne comprennent pas bien ou qu'ils comprennent mal. Donc, avec le journal, on a une semaine, le temps de se poser, le temps d'expliquer l'actualité. Donc, toute l'équipe du journal qui est composée de 3 journalistes, elle a un souci permanent, c'est le respect de l'enfant. Merci Caroline pour ce bel historique. Donc, ça nous permet de faire un autre petit sondage rapide. La question, est-ce que vous utilisez un média d'information jeunesse comme outil pédagogique pour vos élèves ou vos enfants? Donc, vraiment comme un outil à part entière et un véritable moyen de les éduquer, entre guillemets, à cette expertise-là, entre guillemets. Donc, pareil, je vous invite à aller sur l'onglet sondage, comme tout à l'heure, et il vous suffit de cliquer sur la réponse qui est pour vous la plus adaptée. On vous laisse, pareil, une petite minute. Je refais le plat. T'as raison. Et encore une fois, j'en profite aussi de ce petit moment de pause dans les explications, dans le partage de connaissances et d'informations, pour vous dire que les questions, il vaut mieux que vous les posiez sur l'onglet questions, qui est juste à côté de l'onglet sondage, parce que si vous le mettez sur le chat, on risque de passer à côté au moment des questions, du temps dédié aux questions-réponses de tout à l'heure. Alors, il y a déjà 27 votants. Si vous souhaitez participer, c'est le moment. C'est les élections avant l'heure, en fait. Un entraînement. C'est un entraînement. Il y a à peu près autant d'abstentionnistes qu'au premier tour. À peu près un peu moins de 50%. En tout cas, donc là, on est à 29 votants. Allez, 30, parfait. 31. En tout cas, il y a une première tendance qui se dégage, puisque non, pas du tout, et représente pour le moment 25% des réponses, et un seul média, 19% des réponses. En revanche, 42% des répondants expliquent utiliser plusieurs médias, ce qui serait certainement aussi intéressant, peut-être au moment des questions-réponses. Vous nous poserez des questions, on pourra aussi vous poser
de savoir qu'est-ce que vous entendez par média. Si justement, par exemple, le podcast, qui est un petit peu le format qui a le vent en poupe en ce moment, par exemple, est-ce que vous l'utilisez, est-ce que vous utilisez des vidéos, ce sera aussi intéressant d'avoir vos propres retours. On va désormais laisser ensuite, Caroline, l'autre question aussi qu'on se demandait, c'est aujourd'hui, comment travaille justement la rédaction du JDE pour réussir à partager l'actualité, vulgariser l'actualité pour les enfants. On peut notamment aussi penser à l'actualité terrible de ces dernières semaines. Oui, tout à fait. Alors, je vous disais que la rédaction du Journal des enfants, c'est 3 journalistes. Donc, on travaille sur un rythme hebdomadaire. Le journal paraît tous les jeudis. Donc, on a une semaine pour le construire. On le boucle. Donc, ça, c'est du langage du journalisme. On le boucle, ça veut dire qu'on le termine complètement, que tout est relu, tout est terminé et envoyé sur les machines, là, sur la rotative, le lundi matin. Donc, on a toute la semaine pour l'écrire. Le lundi matin, quand c'est fini, on commence une conférence de rédaction. Donc, on se réunit toutes les 3 et on fait le choix des sujets pour le prochain numéro. Et ensuite, on passe à la rédaction du journal. Alors, écrire pour les enfants, vous vous doutez bien que la première priorité, c'est de ne pas choquer. Et actuellement, l'actualité ne nous facilite pas le travail. Voilà. Comment est-ce qu'on fait quand on est face à des situations d'extrême violence comme le terrorisme ou la guerre? Nous, c'est vrai qu'à la rédaction du JDE, la première fois où on a été confronté vraiment à des faits d'extrême violence, c'est au moment des attentats contre Charlie, où on s'est posé la question de la façon dont on allait l'aborder pour les enfants. Et dans ces cas-là, le choix des mots et des photos, bien entendu, il est capital, mais aussi le choix du regard qu'on va porter sur l'événement. Au niveau du choix des mots, vous lirez jamais le mot massacre dans le JDE. Voilà, il y a des mots qui sont trop puissants, qui sont trop porteurs de négativité, et c'est pas utile de les utiliser. Comme dans le choix d'une photo, on va privilégier quelqu'un qui va être sorti des décombres, plutôt qu'une main qui dépasse, enfin quelque chose de vraiment qui peut faire très très peur. Pour les sujets les plus durs, donc je vous parlais des attentats, mais de la guerre également, on a choisi une approche factuelle. Ça veut dire qu'on choisit un déroulé chronologique des faits. À telle heure, il s'est passé ça, tel jour, il s'est passé ça. Voilà. De prendre cette approche-là, ça permet de limiter la dimension émotionnelle et l'impact que l'écrit peut avoir sur le jeune lecteur. Donc ça, c'est une démarche qui est très importante et qu'on a décidé de mettre en œuvre dans le JDE. Je sais que certains de nos concurrents parfois utilisent des termes différents, vont se poser la question de la folie des auteurs, de certains actes, ou des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose vraiment que nous, on laisse sur le côté, comme par exemple aussi dans notre écriture, le choix de ne pas traiter les faits divers, sauf s'ils soulèvent des questions sociétales. Voilà. Quand on écrit pour les enfants, la règle du jeu, c'est que rien n'est acquis. Voilà. Quand on parle de la guerre en Ukraine, il faut dire où c'est l'Ukraine. Il faut dire qui c'est Poutine. Il faut revenir à chaque fois, recontextualiser à chaque fois le texte. Alors pour ça, on peut utiliser des cartes, bien entendu, pour situer le pays. On va aussi utiliser des infographies ou des petites rubriques qu'on appelle des encadrés, qui nous permettent de poser des questions complémentaires ou d'éclairer. Et pour nous, c'est très, très utile. Autre contrainte majeure et pas évidente, c'est que le scoop, il vient en premier. Voilà. C'est pas la peine de se dire qu'on va allécher le chaland de 8 ans en lui promettant une révélation dingue à la fin de l'article. Non, il n'ira pas le lire jusqu'au bout. Donc, il faut vraiment accepter de griller sa carte maîtresse d'entrée de jeu et ensuite, au journaliste d'avoir le talent nécessaire pour donner envie à l'enfant de comprendre ce fait spectaculaire dont on vient de lui parler. Qu'est-ce qui a conduit à son apparition? Pour donner envie de lire aussi, il y a tout un travail qui est important sur le titre, sur les accroches. L'accroche, c'est le petit texte qui est en dessous du titre et qui résume l'article. Sur les intertitres aussi, qui sont comme des petits noms de paragraphes que vous allez voir dans un article. Tout ça, c'est important. Et pour les journalistes de presse jeunesse, alors des fois, quand on a des journalistes qui viennent de la presse adulte et qui nous rejoignent, c'est un petit peu difficile pour eux parce qu'ils doivent faire le deuil des jeux de mots, parce que souvent, les enfants n'ont pas la référence. Donc voilà, il faut accepter de trouver des titres. Mais on va en reparler des titres parce que de chercher des titres, c'est un super exercice qu'on peut faire en classe aussi. Ensuite, dans l'exercice de rédaction, les règles de base que celles qu'on utilise pour les adultes sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on répond aux 5 W. Alors les 5 W, c'est de l'anglais, attention, accrochez-vous. Who, where, what, when and why. Donc qui, où,
quand, comment, pourquoi. Voilà, on répond dès le début de l'article à ces questions, ça c'est fondamental. Mais pour le reste de la rédaction, surtout, on privilégie les phrases courtes et l'emploi du présent. Voilà, on n'a pas beaucoup de place pour écrire, ce sont des textes courts, donc on doit se contraindre à aller à l'essentiel. Mais comme je vous le disais, écrire simple et court, ça n'est pas écrire simpliste, donc ça veut dire ne pas tronquer les explications, ça veut dire vraiment aller à l'essentiel, et c'est un exercice voilà, qui est assez délicat à gérer. Voilà, toutes ces règles d'écriture pour un jeune public, elles vont peut-être résonner avec le travail que certains d'entre vous mènent en classe. Ou alors vous donner des pistes ou des idées d'exercice. Et du coup, je vous propose d'évoquer quelques-unes de ces pistes. Voilà, comment est-ce que vous pouvez prendre le JDE en main en classe? Juste, Caroline, moi, je me permets juste de te couper. Il y a une première question de Amina qui demande est-ce que vous cherchez de temps en temps des journalistes à la rédaction du JDE? J'aimerais bien, moi, renforcer la rédaction du JDE. Alors, je ne recrute pas de journalistes actuellement, mais je suis toujours à la recherche de pigistes, donc de gens qui vont m'écrire des articles de façon ponctuelle, des pigistes avec des super idées de reportages ou de sujets que nous-mêmes, à la rédaction, on ne pourrait pas faire par manque de temps. Ou voilà. Donc, bien sûr, il y a une adresse pour la rédaction qui est jde@jde.fr. Si vous avez des questions complémentaires, voilà, ou si vous voulez nous interpeller, vous pouvez aussi ce biais-là. Mais malheureusement, je suis désolée, donc pour l'instant, la presse, ce n'est pas vraiment un secteur qui recrute énormément. On va y remédier. Ouais, on va remédier. Et deuxièmement, Louis a également posé une question, mais en tout cas, tu vas déjà apporter un petit bout de réponse là tout de suite, mais je pense que ça sera plus intéressant aussi à la fin des échanges. Il demande de quelle manière et avec quel support commencer à parler d'actualité ou de sujets de société à un enfant de 4 ans, un peu en avance, puisque sachant déjà lire et curieux sur beaucoup de sujets, quand il en fait la demande, évidemment. Alors, pour un enfant aussi jeune, je ne pense pas qu'il y existe de titre de presse vraiment d'actualité, en fait, pour la jeunesse, à ma connaissance. Pour un enfant aussi jeune et qui est déjà très curieux et qui peut-être a un vocabulaire assez développé, peut-être qu'on peut se baser en tant que parent, lire le journal des enfants, et pour intégrer soi-même le vocabulaire et la compréhension des faits. Parce que c'est vrai que souvent, il faut savoir que le journal des enfants, il n'est pas lu que par les enfants, hein, il est lu par les parents aussi, par les professeurs, et les personnes âgées aussi, beaucoup. On est lu dans des maisons de retraite, voilà, parce qu'ils apprécient l'écriture simple, les textes courts. Des fois, dans des salons, je rencontre des parents qui me disent « Ah, j'ai enfin compris ce qui s'était passé là en lisant… voilà. » Donc, peut-être effectivement s'inspirer de ça. Et ce qui est important, c'est de dialoguer sur le sujet. Et je dirais que ma réponse première, c'est surtout d'éviter les approches binaires, le bien, le mal. Voilà, c'est pas comme ça. Même avec un enfant de 4 ans, on peut lui faire comprendre que les choses, elles ne sont pas toutes blanches ou toutes noires, mais qu'à chaque fois, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Donc, moi, effectivement, je suis assez pour l'ouverture au dialogue avec les enfants sur tous les sujets. Il y a moyen de leur parler de tout. Bien sûr, à 4 ans, c'est plus délicat, mais oui, en essayant d'avoir une bonne compréhension de l'événement, je pense qu'il peut y arriver. Et dans ce cas-là, je rebondis donc sur les échanges, Caroline. Donc, comment est-ce que le JDE peut aujourd'hui trouver sa place dans une classe d'école? Alors, dans une classe, concrètement, voilà, quand on reçoit le journal des enfants toutes les semaines, qu'est-ce qu'on en fait? On a vraiment le choix, hein, vraiment, parce que le journal des enfants, c'est un outil de travail qui est très vivant. L'actualité, elle est sans cesse en mouvement, elle se renouvelle. Donc, l'exploitation que vous, professeurs ou éducateurs, accompagnateurs ou parents, pouvez en faire, elle est constamment renouvelée. Le JDE va vous donner de la matière pour des cours de français, pour lire des textes en dehors des manuels classiques, pour lire des textes sur la vie de tous les jours, voilà, des fois des anecdotes. Vous avez vu quand on l'a feuilleté, il y a des petites brèves, il y a des textes plus longs selon l'âge des enfants qui vont lire et puis les centres d'intérêt des enfants qui vont lire. Ça peut vous donner de la matière pour des cours d'histoire géo, situer un pays dans le monde, apprendre à lire une carte, voilà, dater un événement. Des cours de sciences, bien entendu, puisque là, vous allez avoir des exemples concrets sur des problématiques liées à l'espace ou alors au réchauffement climatique. Ce sont des sujets qu'on aborde très souvent. Et puis aussi des notions d'instruction civique,
le fonctionnement des institutions, bien entendu. Dans 19 jours, je crois maintenant, c'est le premier tour de l'élection. On a tout un dossier très, très complet qui est publié dans le journal, mais aussi visible sur notre site jde.fr, qui reprend vraiment les notions de base d'une élection. Voilà, c'est quoi la démocratie, à quoi ça sert un président. On a toutes ces informations qui sont expliquées. Le JDE, c'est aussi une porte ouverte sur des réalités différentes. Donc, en comprenant l'actualité du monde, l'élève, il va découvrir d'autres cultures, d'autres façons de penser, d'agir. Il va élargir son univers et sa curiosité, ce qui peut le pousser vers d'autres lectures. C'est aussi un moyen de réaliser des exercices de lecture différents. Un article, ça peut être prétexte à une lecture individuelle silencieuse ou alors devant le groupe. Et puis, on peut aussi faire des exercices qui sont très sympas. Imaginez qu'on est un présentateur d'émissions de journal, voilà, ou de journal télé ou radio, et puis faire un exercice plus vivant, voilà, où on présente son article devant la classe comme si on était... j'ai que des vieilles références de présentateurs télé, j'allais dire PPDA, mais c'est pas top. Non, mais comme si on était vraiment le chef du 20h à la télé. Ça peut être aussi une source d'entraînement oral, voilà. Après avoir lu une information, l'élève peut s'entraîner à la restituer, à donner son avis, à justifier, à argumenter. Et il prend conscience de l'importance de l'écoute des autres. Et puis, ses camarades apprennent à poser des questions. Et tout ça, ça donne un débat. Voilà, apprendre à débattre en respectant l'autre, en écoutant. C'est des notions qui sont extrêmement importantes. Et le journal des enfants peut vous servir à ça. Ça peut aussi être des exercices, bien entendu, d'expression écrite avec un compte-rendu sur un article. Et puis, voilà, je voulais vous parler justement de ça, des titres, de rédiger des articles, mais aussi de faire des concours de titres. Nous, on aime beaucoup ça à la rédaction du Journal des enfants. C'est se baser... Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se base sur des nuages de mots. Un nuage de mots en thème avec en lien avec le thème de l'article. Alors, pour faire des bons titres, un truc de journaliste, il vous faut des mots courts et percutants, comme ça, vous pouvez les associer et ça vous donne des titres qui sont punchy. C'est un chouette exercice à faire avec les enfants. Et puis, le JDE, il va aussi vous ouvrir des pistes pour découvrir d'autres ouvrages. On propose régulièrement des livres en lecture dans le journal, des films, des romans, des idées de sortie, voilà. Une chose est sûre, c'est que le JDE, c'est un outil d'information autant que c'est un support pédagogique dont vous pouvez vous servir avec vos élèves, mais pas seulement. Et avant de vous en dire plus, je vais vous laisser découvrir un autre support pédagogique ingénieux et merveilleux qui s'appelle Epopia, et c'est Eddy qui va se charger de faire ça. Mais je crois qu'il y a quelques petites questions qui ont été posées. Exactement. Alors, la première question, c'est Anan qui demande comment, dans la démarche d'éviter de choquer, entre guillemets, comment appréhender ce qui est banal à première vue, mais qui demeure assez choquant pour les plus jeunes. Par exemple, le fait de prendre conscience que le veau du steak, c'est le petit maman de la vache, etc. etc. Comment, en gros, aborder des sujets qui, pour nous adultes, peuvent paraître évidents, mais qui ne le sont pas forcément pour les enfants. Alors, je vais redonner le même conseil que celui qu'on s'applique à nous-mêmes. Qui est d'avoir, et je salue le Liban au passage, qui est d'avoir une approche factuelle, une approche détachée des émotions et détachée de considérations bien-mal. En fait, c'est très, très important pour expliquer l'actualité, de ne pas juger ce qui s'est passé. Et voilà, je donnerais ce même conseil de vraiment se limiter aux faits, que depuis tout le temps, depuis le début des temps, l'homme, il chasse des animaux pour se nourrir, qu'aujourd'hui, il dispose d'autres moyens qu'un arc, une flèche, une lance pour mener sa chasse, mais qu'il a toujours besoin de se nourrir et que... effectivement, il y a encore des gens qui mangent de la viande, que quand on choisit sa viande, on peut faire attention à la façon dont elle a été, dont l'animal a été élevé. Il y a plein d'éléments, qui peuvent rassurer. Tout n'est pas négatif dans l'actualité. Il y a toujours moyen, en expliquant les choses simplement, d'arriver à dédramatiser et à enlever vraiment. Je ne veux pas faire la chasse aux émotions parce qu'elles sont bonnes à prendre, les émotions, mais il faut s'en méfier aussi un petit peu parfois et vraiment savoir rester objectif. Et une question plus rapide, est-ce que le JDE existe en version numérique ? Oui, tout à fait. On peut s'y abonner sur jde.fr. On a une offre digitale. Si on habite très très loin et qu'on veut l'avoir chaque semaine sur sa tablette, c'est tout à fait possible. Et je me permets parce que je vois aussi une question qui dit « J'ai l'impression que vous adressez
seulement au primaire? Est-ce que c'est le cas du JDE? Alors, le JDE, le cœur de cible du JDE, c'est le cycle 3, effectivement, les 8-12 ans. Mais honnêtement, de par mon expérience de journaliste et de maman, je pense qu'il peut très bien être pris en main au collège, qui peut être un très bon support d'aide pour des exposés, voilà, pour aborder différents sujets. Et pour tout vous dire, mon fils vient d'entamer ses études de droit. Et sur certains sujets qui sont un petit peu délicats, de géopolitique et de choses comme ça, il me demande que je lui envoie des articles. Voilà. Donc, vous voyez, on s'adresse effectivement, c'est écrit simple pour que ce soit accessible aux plus jeunes, mais tout le monde peut lire le JDE. Et ensuite, avant de parler du coup de la méthodologie que le JDE et Epopia ont travaillé ensemble, évidemment, Albert va vous expliquer ce que Epopia fait et de quelle manière elle s'adresse aux élèves et comment aborder justement l'histoire et le storytelling pour les enfants. Et je crois que Albert, c'est moi en l'occurrence. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, mais il y a bien Albert, c'est un des lutins d'Epopia qui est là et il est bien là. Parce que Voilà. Mais il est tombé dans les pommes quand il a entendu son nom. Donc, non, je ne veux pas aller devant la caméra. Donc pour le sauver, je vais essayer d'en dire un mot. Moi, bonjour à tous ceux aussi qui nous ont rejoints du Liban et de partout ailleurs. Effectivement, une des questions, c'est à partir du moment où il y a le récit du réel, nous on est dans plutôt le récit de l'imaginaire, quelle connexion ça peut avoir et comment finalement l'imaginaire peut raconter lui aussi et prendre sa part du réel. Alors, petite introduction quand même sur Epopia, j'adore cette histoire, je vais la raconter, elle sera courte, promis. Rémi Perla, qui est le fondateur et directeur d'Epopia, avant de créer Epopia, il avait une voisine, un enfant voisine, qui faisait des cauchemars toute la nuit. Ses parents n'arrivaient pas à la faire dormir. Et il a décidé un jour, avec l'accord des parents bien sûr, de décrocher son stylo et d'écrire au nom d'un personnage imaginaire à cet enfant en lui envoyant des courriers qu'il timbrait vraiment, qu'il postait vraiment dans sa boîte aux lettres. Et à force de conversations et d'échanges épistolaires entre cet ami imaginaire et la petite fille, elle a fini par dire pourquoi elle faisait des cauchemars, quels étaient ses cauchemars, et elle a réussi comme ça à les exorciser, à faire un effort de catharsis, si j'ose dire, et à arriver à dormir. Mais le tout, et ce à quoi personne n'avait pensé, c'est que les parents sont revenus ravis non seulement que leur enfant dormait, mais aussi et surtout parce que leur enfant se mettait à lire, se mettait à écrire, et son imagination pouvait trouver un endroit où déborder et trouver vraiment sa place. Et depuis, Epopia, on s'est dit si c'était pour une enfant, ça pouvait être pour 1000, 10 000, 100 000 enfants, pourquoi pas tous les enfants de l'univers. Et donc du coup, l'objectif, c'est toujours de faire lire, écrire les enfants et redonner à l'imagination sa place privilégiée dans l'espace de l'enfance. Voilà, alors comment concrètement l'imagination peut nous permettre d'envisager le réel? Alors je vais essayer d'aller sur un espace un peu plus théorique dans un premier temps, en me disant, mais finalement, c'est quoi l'imagination? Alors, j'ai pris mon petit dictionnaire, mon vieux dictionnaire, j'ai ouvert et il y a écrit ceci. Faculté de former des images d'objets qu'on n'a pas perçus ou de faire des combinaisons nouvelles. Donc, voir ce qui n'existe pas, en gros. De se représenter des situations possibles qui ne sont pas encore avérées. En d'autres termes, l'imagination ne peut pas naître de n'importe quoi, ne peut pas naître du néant. En vérité, elle naît de quelque chose de concret qu'on a déjà vu, déjà senti, déjà espéré, etc. Je prends l'exemple d'un lion, une première image, et du vert, la couleur vert. C'est deux choses qu'on connaît dans le réel. Et si on les assemble, on crée quelque chose de nouveau, un nouveau concept, un lion vert. Voilà, c'est ça l'imagination. J.K. Rowling, qui est l'auteur d'Harry Potter, comme vous le savez sans doute, fait un discours à Harvard il y a quelques années, et elle parle justement de l'imagination en disant « Imaginer, c'est la capacité à voir ce qui n'est pas encore là. Je ne le vois pas, mais j'arrive à le voir d'emblée. Et 2, et c'est peut-être le plus important, imaginer permet de se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire de faire preuve d'altruisme et d'empathie. C'est-à-dire que je ne sais pas je ne sais pas ce que tu vis, je ne suis pas dans ton esprit, je ne suis pas dans ton être, mais grâce à mon imagination, qui est musclée, parce que je l'ai musclée tout au long de mon enfance et tout au long de ma vie, eh bien, j'arrive à sentir et à comprendre dans quelle situation tu peux être, et ça provoque chez moi une émotion. Voilà, c'est ça le basique de l'imagination, si j'ose dire, et ce n'est pas du coup l'imagination, c'est pas quelque chose de vaporeux
elle n'est en tout cas que vaporeuse que si elle n'interagit pas avec le réel, d'où elle provient. Voilà. Alors, toujours pour rester dans cette idée-là, je pourrais dire que si on réfléchit à l'imagination d'un point de vue pratique et théorique, il y a deux grands mouvements au fil des millénaires qui se sont inscrits dans le récit. Il y a le récit aristotélicien, donc de notre cher ami Aristote, et 2500 ans plus tard, celui de Brecht. Alors, promis, je ne vais pas être trop théorique, mais juste pour vous donner les grandes idées. Aristote, ou le récit aristotélicien, c'est que Aristote, lui, s'intéresse bien sûr à l'imagination. Il se pose la question de la place de l'imagination dans une société, et plus particulièrement dans l'art, qui appelle la poétique. La poésie au sens de créer, parce que qui dit imagination dit concrétisation aussi de l'imagination dans le réel par la création. Et donc, du coup, il dit l'imagination, finalement, est-ce que c'est pas un révélateur? Je m'explique, l'imagination est pour le réel ce que l'acteur est pour la scène au théâtre, par exemple, c'est-à-dire un révélateur. On pose une chaise sur un plateau de théâtre, c'est une chaise, un acteur entre et il dit « Oh, un dragon !» Eh bien, la chaise, dans notre imagination, devient dragon, à travers, bien sûr, le jeu de l'acteur qui doit être très doué, parce que sinon, ça ne marche pas. mais voilà, la chaise se transforme en un dragon. C'est que la chaise est un dragon. Plus qu'un dragon, elle joue avec les éléments du réel, donc la chaise, pour faire émerger les beautés de l'imaginaire. C'est ce qu'on appelle la convention entre le spectateur et l'acteur, par exemple. On est d'accord que tout ceci n'est pas réel. Il n'y a pas vraiment de dragon qui est là. Mais on serre la main au début du spectacle en disant « on va faire croire, nous, que ça l'est, et vous voulez bien faire semblant d'y croire. » Voilà, c'est ce qu'on appelle la vraisemblance. En d'autres termes, la chaise n'est plus une chaise, c'est un élément qui représente le dragon, et on y croit. Ça, c'est du côté d'Aristote. 2500 ans plus tard, ma chère Caroline, Brecht dit « c'est très bien tout ça, on adore qu'on y croit et on adore penser à la vraisemblance, mais on y croit tellement qu'on est émotionnellement pris dans une histoire dans laquelle on s'enferme peut-être un peu trop. » Et il dit « et si on cherchait un moyen de se distancier de cette fantaisie et de retrouver notre place justement dans le réel ?» Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit « nous allons, par exemple au théâtre, faire des pièces où on y croit, et en même temps, à chaque instant, se rappeler que oui, mais c'est pas la réalité. On va vous le redire. Excusez-moi, c'est très beau, hein, mais c'est pas la réalité. Ça permet quoi? Ça permet au spectateur d'avoir une réflexion toujours continue sur ce qu'il est en train de voir et de pouvoir non seulement être ébloui émotionnellement de ce qu'il est en train de vivre, mais aussi à chaque fois de le rattacher à un élément du réel duquel il provient ou de ce qui est censé être illustré. Alors, en parlant d'illustration, je vais demander à notre petit lutin d'Epopia, Albert, de nous mettre une petite image. Voilà, c'est une photographie d'un spectacle du Théâtre du Soleil, Les Naufragés du Fol Espoir. Voilà, où vous avez une représentation de ce que je suis en train de dire, c'est très brechtien hein, comme théâtre. Nous avons d'un côté sur la droite une équipe de cinéma, en 1914, hein, qui tourne un film muet, voilà. Et sur la gauche, on a le film qui est en train de se tourner. Voilà, on a des explorateurs qui sont en train de découvrir la Magellanie, qui sont en train d'essayer de répandre l'espérance dans le monde. Et en même temps, on a sur la droite le cinéma qui a l'espoir du monde qui va s'ouvrir devant eux avant que la guerre n'éclate. Et voilà, donc on a cette contradiction entre le récit imaginaire et le réel qui, ensemble, en fait, se racontent et essaient de se nourrir l'un l'autre. Voilà, c'est vraiment un super exemple brechtien. Et alors, pour ceux qui n'arrivent pas à le lire, je le dis quand même, juste au-dessus, il écrit « Apporter au vaisseau qui erre dans le noir la lueur obstinée d'un phare ». Et c'est exactement ce que représente l'image dans la pièce, et c'est ce qui est écrit évidemment dans le texte, c'est-à-dire que l'image, d'un seul coup, théâtrale ici, se fait métaphore du texte lui-même et du réel qui est en train de se produire devant nous et duquel il est inspiré. Voilà, merci beaucoup pour l'image, Albert. L'objectif, je le disais, hein, pour Brecht, c'est porter un regard distancié sur ce que nous dit le réel, c'est-à-dire garder un regard pertinent, éclairé, réfléchi sur ce que nous dit le fond et la forme de l'œuvre. Elle peut être littéraire, elle peut être théâtrale, elle peut être cinématographique, quelle qu'elle soit. Alors, une question que je me pose, c'est est-ce que finalement la littérature de jeunesse, puisque dans notre cas c'est ce qui nous concerne, est-ce que la littérature de jeunesse n'est pas l'un des médias qui se prête peut-être le mieux à cette métaphore? Alors ça nous rappelle
on va tous faire un plongeon dans notre enfance. Ça nous rappelle les contes, bien sûr, qu'on a découvert enfant, qu'on a découvert aussi plus grand. Le conte qui est l'espace privilégié de la représentation lui-même. Des contes qui existent depuis toujours. Dès qu'on a commencé à raconter le monde, on a commencé à le raconter sous forme de conte. Pourquoi? Pour le rendre plus facile à comprendre, pour le symboliser, le représenter, et pour nous expliquer aussi les étapes des changements de nos propres vies, de notre propre société. Donc on raconte des histoires depuis toujours, et qu'est-ce que fait le conte dans le fond? Il prend des personnages qui deviennent des fonctions. C'est-à-dire que l'ensemble du rôle du père, par exemple, va s'incarner dans celui du roi. L'ensemble de l'enfant va s'incarner dans celui du petit chaperon rouge, etc. On a des personnages de fonction qui se créent, on a des univers qui ne représentent pas tant l'espace dans lequel évoluent les personnages, plutôt que leur espace intérieur. C'est la métaphore de leurs émotions pures. C'est pas pour rien qu'il y a souvent des forêts, parce que ça permet aux personnages de s'y perdre et de retrouver des éléments qu'ils avaient enfuis en eux, desquels ils ont peur, avec des moments d'ombre et des moments beaucoup plus éclairés, beaucoup plus lumineux. Et bien sûr, il y a l'intrigue qui finit très souvent bien avec cette phrase consacrée « et ils vécurent heureux ». Alors, c'est pas tant qu'on veut savoir s'ils ont vécu heureux ou pas, alors on peut s'attacher au personnage et se dire « ah, si, on a envie », mais c'est surtout qu'en traversant l'ensemble du conte, on a un ensemble d'éléments qui nous permettent de comprendre sa substantifique moelle et de se dire « avec ça, je peux être armé pour la suite ». D'ailleurs, Caroline, les contes n'ont pas été écrits à la base pour les enfants, ils ont bien été écrits pour les adultes, parce que c'est eux qui avaient le plus besoin au départ de traverser le monde qui les entourait. Appréhender ce réel sans se perdre dans les contrées lointaines et vaporeuses de l'imaginaire, eh bien c'est faire escale finalement au pays de l'imagination et d'en revenir grandi de tout ce qu'on a pu y découvrir. Ce sera un peu ma conclusion sur cette question de l'imagination au cœur du réel, ou bien, qui sait, du réel au cœur de l'imagination. Merci beaucoup, Eddy. Avec plaisir. C'est vrai que l'objectif du jour, c'était justement, je rebondis sur une des questions qui nous a été posée, donc, qui est Catherine, qui nous demande, je cite, « Je pense que les enfants n'ont pas forcément besoin des adultes pour aller chercher des infos ou les trouver, mais c'est dans l'interprétation de ces informations qu'ils ont besoin des adultes. Comment pouvez-vous les avertir contre les infox ?» Donc, justement, ça fait le lien avec l'éducation aux médias et à la sensibilisation aux fake news. Il y a la méthodologie à laquelle vous avez pensé avec le JDE. Oui, tout à fait. L'éducation aux médias, on le sait, c'est un objectif pédagogique qui prend de l'ampleur. Le succès de la Semaine de la presse et des médias, son succès croissant le montre. Et c'est pas toujours évident pour les professeurs de prendre en main, de s'approprier ce sujet de façon intéressante et impliquante pour les élèves. D'avoir un titre de presse, ok, c'est bien, mais comment je le présente, comment je l'utilise. Et en fait, c'est à partir de ce constat, du fait que l'EMI, c'est un objectif grandissant, mais qu'on n'a pas forcément des super outils pour l'utiliser. C'est à partir de ce constat que le JDE et Epopia ont décidé d'unir leurs talents et pour mettre au point un projet innovant, ludique et surtout très, très concret. Notre but, en fait, ça va être un peu de transformer votre salle de classe en rédaction et vos élèves en journalistes. Voilà. Tout simplement. Eddy, comment on va faire? D'abord, on va utiliser ce qu'on sait faire chez Epopia, c'est-à-dire le courrier. On va envoyer à votre classe une immense enveloppe comme ça avec le nom de la classe dessus, et à l'intérieur, il y aura des personnes. Alors là, c'est fictif, c'est une autre histoire, c'est pas celle qu'on est en train de créer pour ça. Oui, on n'en est qu'au début. On est qu'au début. On va peut-être avoir besoin de vous, d'ailleurs. On est qu'au début. Donc, oui, ils vont avoir une grande enveloppe comme celle-ci. Ensuite, il y a des personnages qui vont leur écrire sur des lettres hyper colorées, qui s'adressent directement à eux et qui vont leur dire: voilà, nous avons besoin de vous, nous avons besoin d'aide. Est-ce que vous pouvez nous aider à traverser une aventure? Alors, je montre quelques-unes, parce qu'elles peuvent avoir plusieurs formes. Ces courriers peuvent avoir plusieurs formes. Donc, ces personnages vont leur écrire et dire: on a besoin d'aide, est-ce que vous pouvez nous aider? Dans cette enveloppe, il va y avoir une fiche réponse, comme celle-ci, par exemple, qui est un peu petite pour toute la classe. Donc, ça, c'est le résumé des réponses, mais tous les élèves vont pouvoir
cumuler un certain nombre de réponses, des dessins, leurs questions personnelles. Enfin, ça peut aller jusqu'à une très grande personnalisation. Et donc, ces enfants pourront y répondre. À partir de cet endroit-là, on va recevoir leurs réponses et en fonction de leurs réponses, on va construire l'histoire ensemble et on va prendre leur choix en compte, etc. Alors, bien sûr, il y a une structure de base parce qu'on ne leur demande pas de devenir des auteurs, on ne leur demande pas de devenir des storytellers professionnels, ce n'est pas du tout l'objet, mais on les invite en fait à continuer l'histoire et à l'inventer à la force de leur imagination. Dans le courrier, il y aura aussi d'autres éléments. Alors là, c'est des exemples, ce n'est pas forcément ce qu'il y aura dans l'histoire du JDE, mais ici, on a un petit passeport, puisque c'était sur le voyage, qui permettait justement de s'arrêter dans certains pays du monde. On avait des autocollants qui permettaient de compléter notre passeport. Il y avait aussi, par exemple, un immeuble à monter, puisque l'aventure se passe dans un immeuble, et donc ils construisaient l'immeuble au fur et à mesure où ils le découvraient. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui accompagnent le courrier. Et bien sûr, je dois l'avoir quelque part par ici, il y a la fiche, alors il y a une fiche d'activité comme celle-ci, mais il y a aussi une fiche pédagogique qu'on souhaite vraiment mettre dans cette enveloppe, puisque un des personnages, Mémé Bilboquet, va aider les enfants à construire ce journal, à construire leur propre journal. Voilà. Et en vérité, derrière Mémé Bilboquet, il y a toute l'équipe du JDE qui a l'expertise pour les aider à la construire. Ouais, je vois que vous parlez de fameux terme fake news dans le chat. Alors, au terme de fake news, nous, on préfère le terme fausse information. On n'est pas très fan de l'expression fake news au JDE, mais effectivement, tout à fait, c'est ce type de problème que vont rencontrer vos élèves voilà, dans le projet qu'on est en train de mettre sur pied. Ils vont devoir vérifier des informations, ils vont devoir être de vrais enquêteurs, ils vont devoir aller à la pêche aux infos et pour cela, ils auront un numéro spécial du JDE qui sera fourni dans le kit et leur mission sera vraiment de vérifier ce qui est raconté et de mener l'enquête comme des vrais journalistes, de trouver les bonnes sources, d'avoir les bons réflexes, de ne pas se laisser piéger par des images qui peuvent avoir l'air un petit peu comme ça spectaculaires, mais est-ce qu'elles sont vraiment réelles? Elles viennent d'où? Voilà, de ne pas se contenter des on-dit ou alors de ce qui apparaît sur les réseaux. Voilà, toutes ces problématiques d'éducation aux médias, elles vont être abordées dans cette histoire. Et en fait, moi, ce que je voudrais vraiment, c'est vous transmettre ma casquette de rédactrice en chef et de faire en sorte que votre classe, elle devienne une vraie rédaction, que les élèves deviennent des reporters, des secrétaires de rédaction, des dessinateurs, des metteurs en page, selon en fait leur niveau et selon leur centre d'intérêt. Donc vraiment, vous allez pouvoir vous organiser comme une véritable rédaction. D'ailleurs, on peut peut-être donner un petit scoop, c'est que normalement, dans le kit, on devrait pouvoir récupérer des cartes de presse, voilà, qui… Si le boulot est bien fait. Hein. Ouais, si sur laquelle ils pourront coller leurs photos, sur laquelle ils pourront coller leurs photos et devenir de vrais journalistes. Et voilà, l'idée vraiment, c'est de vous présenter un produit ludique, innovant et qui respecte les objectifs de l'éducation aux médias pour que ça devienne un temps fort dans l'année scolaire. On nous demande également si la rédaction du JDE est accompagnée par professionnels tels que des psychologues ou pour appréhender certains sujets. Je pense que j'ai été coupé à un certain moment. Non, on a entendu la question. Alors, non, on n'est pas accompagné au quotidien parce que la production du journal, c'est un rythme assez intense, hein, c'est un hebdomadaire, donc on n'a pas forcément, et on est 3 journalistes pour réaliser 16 pages. On fait confiance à notre expérience, à notre expertise. Sur certains sujets, quand je vous ai montré le déroulé du JDE, il y avait au centre un grand dossier. Et par contre, effectivement, quand on mène l'enquête sur certains sujets, comme par exemple dans le numéro qui est ici, où on parlait des émotions, là, effectivement, oui, on va consulter des spécialistes, on va leur demander leur avis et ils vont venir alimenter nos propos. Plus que les spécialistes, en fait, les personnes qu'on préfère consulter au JDE, c'est nos lecteurs.
Et ça, c'est quelque chose, voilà, c'est une question qui m'a déjà été posée, qui était celle de savoir comment est-ce que j'aborde avec ma classe un sujet aussi délicat que le sujet de la guerre. Voilà, certains même avaient des enfants réfugiés déjà qui étaient arrivés dans leur classe et ils savaient pas trop comment aborder les choses. Et ben nous au JDE, des fois aussi, on sait pas trop comment aborder une information. Et ce qui est très important pour nous, c'est l'échange avec les lecteurs et les questions que vous posez les enfants. Donc, ce que je peux proposer comme méthodologie, en fait, c'est de poser des questions, de rassembler les questions des enfants dans la classe, de voir ce qui se dégage vraiment comme interrogation, parce qu'on peut parfois être surpris sur les interrogations qui se dégagent, et puis de construire une trame pour y répondre, toujours bien sûr en gardant ce recul, cette objectivité et en étant le plus possible détaché du côté émotionnel et bien mal. Je sais que je me répète à ce niveau-là, mais je crois que c'est très, très important. Vous le voyez dans l'actualité, dans la façon dont est faite l'actualité pour les adultes. On part du présupposé que eux, les adultes, ils savent, que c'est pas bien, c'est pas mal et tout. Mais en fait, je crois que c'est une question que pourraient aussi se poser les journalistes pour les adultes, de faire attention à la façon dont on aborde les sujets, l'objectivité et un commentateur ou quelqu'un qui donne son opinion ne donne pas une information. Il faut être Et du côté Epopia, est-ce que vous travaillez avec certains psychologues, des professionnels? Oui, mais pour nous. Non, je plaisante. Alors, très souvent, on a effectivement des retours. On a eu des professeurs, par exemple, avec qui Epopia a travaillé, etc. On a tous eu d'autres vies avec différentes casquettes, donc on utilise aussi l'ensemble des connaissances et des parcours qu'on a les uns et les autres. Moi, avant Epopia, j'étais dans la jeunesse pour toujours. Je suis resté jeune enfant, et je fais tout pour pas devenir un adulte. Je suis très Peter Panesque. Par exemple. C'est un bon psy, c'est plutôt réussi. Donc oui, on a différentes casquettes, mais surtout l'ensemble des choses qui sont créées, elles sont toujours soumises à ce qu'on appelle le brain trust, pardon, c'est de l'anglais, mais c'est un concept qui a été inventé aux États-Unis dans les studios Pixar, et effectivement, tout ce qui est proposé, l'ensemble des équipes d'Epopia, les 25, on se retrouve autour de ce qui est proposé, et tout le monde peut critiquer avec bienveillance ce qui est en train de se faire, ce qui est en train de se fabriquer, et on le travaille comme ça. Et après, on a des enfants qui viennent les tester pour voir si ça fonctionne, des parents qui viennent les tester pour voir si ça fonctionne, etc. On ne propose jamais rien sans avoir fait les tests avant. Alors juste avant de prendre les dernières questions, parce qu'il ne nous reste que 4 minutes, c'est pour que les personnes qui doivent partir vraiment à 15h aient quand même l'information. On va vous mettre dans le chat le lien vers la landing page qu'on va lancer pour que justement vous puissiez rester au fait de l'actualité du produit qui est en train d'être lancé et co-construit entre Epopia et le JDE, qui sera lancé du coup pour la rentrée 2022 du mois de septembre. En tout cas, vous pouvez déjà commencer à rejoindre la communauté qu'on est en train de constituer et qu'on lance du coup officiellement aujourd'hui. Et évidemment, n'hésitez pas non plus à nous ajouter sur les différents réseaux du type LinkedIn si vous deviez avoir des questions. Donc, Albert vous a partagé le lien vers la landing page dans le chat. Et enfin, les deux dernières questions qu'il y avait, sauf qu'il y en a encore qui se rajoutent entre-temps. La première, c'était j'aimerais beaucoup proposer le JDE à mon école. Donc, c'est Virginie qui le demande. Quelles sont les étapes à entreprendre, s'il vous plaît, pour un abonnement, sachant que nous sommes basés à l'île Maurice? Alors, il n'y a pas de souci. Tout le monde nous voit, parce qu'on a un petit message qui s'est affiché sur l'ordinateur. Donc, oui. Je pense que ça va, tout le monde nous voit. Tout le monde nous voit, okay, d'accord. Il n'y a pas de problème. Le JDE, il part dans 80 pays dans le monde à peu près. Donc, il n'y a pas de souci. On peut s'y abonner. Il y a des tarifs qui sont prévus à l'international. Donc, on peut le recevoir sous format papier ou sous format digital. Tout est expliqué sur le site. C'est donc www.jde.fr. Ou alors, on peut envoyer un petit message à Christine, qui est notre super assistante, sur jde@jde.fr, et voilà, elle pourra répondre. Tout pareil pour Epopia, dès qu'il y a une boîte aux lettres, on peut être là. Et le projet JDE Epopia, pareil, il pourra aller. Bien sûr, dans le monde entier. Dans le monde entier, et même, qui sait, jusqu'au 7e continent, parce que ça pourrait bel et bien être le sujet. Tu donnes trop de trucs.
Anan se demande si, alors j'imagine que tu penses au JDE. Est-ce que vous organisez des interventions sur place dans le cadre des journées de la laïcité, par exemple, dans les établissements? Alors, la question de la laïcité, ouais, c'est une question qui est très, très, très délicate. On n'est pas encore intervenu sur cette question dans les classes, mais régulièrement, on fait des interventions dans les classes. Déjà, parce que ça nous permet d'être au contact de nos lecteurs, donc pour nous, c'est capital. Je pense que pour vous, c'est la même chose. Être au contact des enfants, c'est essentiel. Mais on peut intervenir en visio ou en présentiel. On est basé en Alsace, donc on n'en est que 3. C'est un petit peu délicat de se déplacer à travers la France, mais on peut tout à fait répondre à des sollicitations de ce genre. Pareil, même biais, même victime, Christine, jde@jde.fr. Même victime. En tout cas, Amina qui dit qu'elle vient d'abonner son fils au JDE. Super. Merci. Oh, merci. En tout cas, on se tient vraiment. Alors, on a réussi à respecter le timing, donc on est très content. Évidemment, n'hésitez pas à nous contacter encore une fois sur LinkedIn, par mail. Il y a donc le mail du JDE qui a été communiqué. Vous pouvez également entrer en contact avec Epopia à travers LinkedIn, notamment, sauf si tu as peut-être une adresse mail aussi à communiquer, Eddy. Alors, on en a 8000. Alors, je ne sais pas laquelle serait la meilleure. Je vais voir le lutin Albert qui va peut-être me dire ça en mieux. Il va l'écrire. Bah voilà. Voilà, très bien. Et en tout cas, n'hésitez pas donc à vous connecter à la landing page et à mettre votre adresse mail pour que vous puissiez rester au fait des développements que nous sommes en train de faire à travers cette méthodologie-là. Et évidemment, super content de vous compter parmi nos early adopters, si on prend un terme très Startup Nation. Voilà. En tout cas, ouais, on aura besoin de vous pour construire ce projet. Ouais. Oui, on aura besoin vraiment de vos avis, de vos opinions. Donc, n'hésitez pas à échanger avec nous. Exactement. Donc, on reste encore connecté quelques petites minutes si vous deviez avoir des questions. Et pour ceux qui doivent partir à 15h parce qu'ils avaient des impératifs, on vous souhaite une super belle journée et à très bientôt. Très belle journée à ceux-là. Alors, comment est-ce qu'on peut revoir le replay et nous demande Amy. Alors ça, il faut que je demande à Albert, mais je crois que ça va être envoyé dans la foulée, c'est ça, Albert? Oui, ils vont recevoir un mail. Albert, c'est une vraie personne, Albert. Hein. C'est pas un vrai lutin. C'est pas un vrai lutin. Il s'occupe en même temps des cadeaux du Père Noël, alors bon, c'est beaucoup de choses. Hein. Chez Epopia à mi-temps. Il est dans l'ombre, mais il fait beaucoup de lumière. À la limite, peut-être qu'Albert peut passer devant la caméra faire un petit coucou. Et non, il a fait des yeux comme ça. Il restera un mystère. Donc. Albert doit rester un Il y a une question visiblement. Pensez-vous travailler dans d'autres langues, nous demande Alan. Ça a existé. Le JDE a existé en anglais. Il y avait une version allemande aussi à une période, mais ça, c'était à ses débuts. Là, non, on n'a pas de possibilité. Mais si, à mon avis, s'il y a de la demande sur le projet JDE Epopia, tout peut s'imaginer. Tout peut s'imaginer. Nous, on a déjà aussi écrit des histoires qu'on a pour les États-Unis. Il y avait une demande, donc on les a faites en anglais. D'autres, pourquoi pas, pourront arriver ainsi. Absolument. Anglais, on a fait aussi une histoire en espagnol. Enfin, ça peut être dans différentes langues. Encore des questions. Les temps ont changé, ça pourrait être facilement commercialisé aujourd'hui. C'est une question? Je pense que c'est une remarque. On espère, ouais. Ouais, oui, on espère. on espère parce que dans le fond, on y croit profondément. Quand on s'est rencontré avec Caroline, il y a très vite eu un engouement comme ça pour le projet et on espérait que c'était pas juste nous. Amina regarde également pour l'abonnement Epopia et nous dit qu'elle va se ruiner cet après-midi. Or, c'est pas le but. Je crois pas que ce soit si ruinant que ça. Je suis pas sûr. Le but, c'est que ça reste abordable et que, notamment pour les classes, ça puisse être intégré dans leur budget. C'est pour ça qu'effectivement, on va avoir un timing de lancement aussi qui va permettre aux professeurs de budgéter
pour l'année prochaine, leur participation à ce projet. Voilà, on y a pensé et on fait attention à cet aspect-là. Absolument. Et ce qui est très beau, c'est que comme c'est un projet sur long terme, dans l'année. C'est-à-dire qu'il y a une première lettre qui arrive, le temps de créer la réponse, une deuxième lettre qui arrive, c'est-à-dire que c'est ponctué comme ça. C'est pas juste quelque chose qui se consomme puis qui disparaît, c'est quelque chose au contraire qui se réfléchit, qui se mûrit dans le long terme avec une véritable création, on le disait, d'un journal et une véritable implication avec ces personnages qui ne sont pas la réalité mais qui la représentent. Voilà. Pour revenir faire la boucle de ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut vous proposer des sujets pour répondre au contexte local spécifique? Contexte local spécifique. Alors, Kaina, je n'ai pas trop compris ta question. Je ne sais pas si tu penses à des villes, à des pays différents. Mais en tout cas, j'imagine que vous pouvez, je réponds à la place de Caroline, j'imagine que vous pouvez tout à fait proposer des sujets à travers l'adresse mail qui a été communiquée tout à l'heure. Tout à fait, oui. Ça, il n'y a pas de problème. Régulièrement, on a des demandes d'enfants, de lecteurs qui nous arrivent et voilà, sur des sujets précis ou des questions super pertinentes auxquelles on n'avait pas pensé parce que malheureusement, on ne pense plus comme des enfants. Donc, on ne voit pas les choses sous un même angle. Mais oui, bien sûr, nous, on est preneurs de suggestions. Il n'y a pas de souci. De l'autre côté, c'est pareil. Il y a beaucoup d'enfants qui traversent des histoires épopiennes, si j'ose dire, et puis ils posent un certain nombre de questions très personnelles, soit de leur vie, soit de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils voient du monde. Par exemple, la période de la Covid a été hyper marquante et on a eu des centaines de milliers de masques pour tous nos personnages. Beaucoup d'enfants leur ont envoyé des masques pour qu'ils se protègent. On posait beaucoup de questions, on racontait leur vie confinée, etc. Et c'est le principe d'Epopia, c'est que les personnages répondent, personnalisent leurs réponses et leur répondent directement. Alors Sabrina nous dit un webinar, alors excusez-moi pour l'accent, molto interessante, grazie infinite. Oh, grazie mille. Sono contenta. Merci beaucoup, je ne parle pas italien. But I speak English. Bon, en tout cas, merci beaucoup tout le monde pour vos messages chaleureux. Ouais. Merci pour tous vos cœurs, pour tous vos pouces, pour tous vos smileys et surtout pour votre présence. On va peut-être mettre fin du coup au webinaire si vous n'avez pas d'autres questions. Et encore une fois, n'hésitez pas, les fameuses adresses mail, les fameux LinkedIn et tout ce qui va avec. Kaina précisait donc sur cette histoire de contexte local, oui. Elle expliquait que la plupart de leurs écoles sont en zone d'éducation prioritaire. Ok. Mais le JDE, je pense comme les histoires d'Epopia, est un produit qui peut être utilisé dans les ZEP comme partout ailleurs. Il est d'ailleurs utilisé aussi dans les IME avec des adultes handicapés. Donc vraiment, c'est un produit qui peut être pris, comme je vous montrais, des textes courts, des dessins illustrés. Enfin, il y a plein de façons de le prendre en main pour plein de publics différents. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Les histoires d'Epopia, elles font rêver petit et grand, donc à mon avis, c'est la même chose. En tout cas, j'espère, absolument. Merci tout le monde infiniment et grazie mille pour paraphraser.